Bienvenue à l'atelier Revue des nouveautés réglementaires 2021 du BLDI. Je suis Virginie Bans et je pilote le service Relations clients chez Berger-Levrault. Avant de débuter, je tiens à rappeler que ce BLDI est une première pour Berger-Levrault, car il s'agit du premier événement 100% digital et à distance que nous organisons avec nos clients. Je serai accompagnée aujourd'hui pour cet atelier de notre chef de produit, Armel Fardet, qui nous fera bénéficier de son expertise dans le domaine de la réglementation et qui nous présentera aujourd'hui les évolutions attendues dans les domaines de l'état civil et des élections. Je serai également accompagnée d'Amandine Trest, responsable de l'activité documents au sein du pôle métier relations citoyens, qui se chargera notamment de répondre à vos questions pendant cet atelier. Je vous propose donc de débuter notre atelier dès maintenant, en commençant avec quelques éléments de contexte, et je laisse pour cela la parole à Amandine, qui va nous présenter dans les grandes lignes l'offre documents chez Berger-Levrault. Amandine, je te cède la parole. Alors merci Virginie, bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et de vous présenter donc les 2 thématiques, sur lesquelles nous allons échanger au cours de cet atelier, je vais vous présenter en quelques mots l'activité document de Berger-Levrault. Alors tout d'abord, donc qui sommes-nous? Nous sommes sur une activité éditoriale, de formulaires destinée, à faciliter la mise en œuvre des réglementations chez nos clients. C'est une activité historique, chez Berger-Levrault puisqu'elle existe, depuis plus de 300 ans, maintenant. Au sein de cette activité, nous sommes une équipe, dédiée et spécialisée, alors regroupant, à la fois donc des chefs de produits éditoriaux qui effectuent un travail, de veille réglementaire et qui, sont en contact avec les ministères. Regroupe aussi des acheteurs, des conseillers clientèle, un service, SAV et des commerciaux de proximité, sur le terrain, avec, toujours l'objectif donc de répondre, à vos besoins et de vous accompagner, que ce soit en amont ou, après la commande. Alors sur quel secteur? Notre offre de formulaires, et d'accessoires donc est destinée à l'ensemble, des collectivités, au monde de la santé, à l'éducation, mais aussi à la justice, aux professions libérales et aux organismes publics. Alors rapidement en quelques chiffres, nous mettons à disposition de nos clients près de 6 500 références, disponibles donc pour couvrir l'ensemble de ces secteurs, pour environ, 20 000 clients actuels sur cette année, 2020. Nos valeurs, alors nous développons, l'ensemble de nos offres produits, toujours avec le souci de répondre à une démarche environnementale et écologique et avec une démarche qualité, poussée sur l'ensemble, de nos offres. Et pour terminer donc, avec quelques exemples, produits, alors nous disposons d'une offre, riche, de livrets de famille, et d'étuis. Nous sommes très présents, sur les carnets de santé, donc pour les conseils départementaux, sur les recueils pour les formations de santé également. Alors ce ne sont, que, quelques exemples, donc si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos références, directement sur notre, boutique en ligne. Donc je laisse à présent, Armel poursuivre, sur cet atelier. Merci. Merci Amandine pour ces précisions introductives. Je vous propose donc effectivement de laisser la parole à Armel afin qu'elle nous présente les évolutions réglementaires attendues en 2021 sur 2 thématiques, l'état civil et les élections. Armel, si vous le voulez bien, nous débutons sur l'état civil. Merci Virginie pour cette introduction. Merci Amandine pour la présentation de l'activité document. Effectivement, j'ai choisi de partager avec vous lors de cet atelier autour des 2 thématiques principales qui peuvent faire l'objet d'évolutions réglementaires en 2021. Mais je souhaitais commencer par un petit retour sur l'impact de la crise sanitaire sur l'état civil, notamment concernant les mariages, puisque ça fait partie de l'activité des services d'état civil. Donc pendant le premier confinement, les mariages ont été annulés, enfin reportés, et il y a eu annulation forcément des fêtes de mariage. Les mariages à la sortie du premier confinement, les mairies ont pu prononcer de nouveau les mariages, mais avec des fêtes de mariage très limitées.
Et depuis le deuxième confinement, donc depuis quelques jours, les mariages peuvent être effectivement, a priori, ça reste à confirmer, prononcés par les mairies, mais c'est avec des fêtes de mariage, sans fête de mariage et un nombre limité de personnes présentes lors de la cérémonie de mariage, ce nombre est limité à 6 personnes concernant donc du côté des époux et de leurs invités. Je souhaitais également revenir sur l'impact de l'augmentation forte des décès liés à la Covid-19 pour souligner l'extrême engagement et l'extrême implication des services d'état civil des mairies auprès des usagers qui ont dû subir des décès liés à la Covid-19 dans des conditions extrêmement particulières puisqu'il n'y avait pas possibilité d'accompagner la personne en fin de vie due au Covid-19. Donc une très très grande implication des services des mairies que je tenais à souligner. Je vais poursuivre maintenant sur les actualités vraiment plutôt liées à la réglementation. Donc, je vais commencer par le projet de loi que vous connaissez tous, donc le projet de loi bioéthique qui devrait avoir des conséquences sur la filiation, les règles de la filiation pour les enfants nés d'une PMA. Donc, le projet de loi bioéthique, il comporte une disposition principale qui est l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, donc les couples de femmes et les femmes célibataires. Donc, on peut imaginer que cette disposition va entraîner une réforme de la filiation, puisque se pose la question des modalités d'établissement du lien de filiation entre l'enfant né de la PMA et avec la femme qui n'a pas accouché. Donc, il est fort probable qu'on ait une réforme sur ce sujet et également une éventuelle réforme aussi de l'accès aux origines. Donc, pour ces enfants nés d'une PMA, il est possible que cet accès aux origines soit facilité suite à cette loi, si le projet de loi devait être entériné par le Parlement. Le projet de loi bioéthique pourrait également avoir des conséquences sur les livrets de famille, puisque les livrets de famille comportent des pages d'information générale très complètes aujourd'hui, qui rappellent différents points. Et donc, si ce projet de loi était adopté définitivement, il est probable que les livrets de famille devraient évoluer en suivant l'adoption définitive de la loi, par arrêté réglementaire sans doute. Deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous lors de cet atelier, c'est le projet de réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille. Donc, c'est un projet de loi donc, du 21 octobre 2020. De quoi s'agit-il? Alors, la légalisation et l'apostille, ce sont des formalités qui sont employées lorsqu'une entreprise ou un citoyen a besoin de présenter un document émanant d'une autorité publique française dans un pays étranger, à une autorité étrangère. Donc les règles, pour mémoire, les règles sont différentes. S'il s'agit de pays qui sont membres de l'Union européenne ou des pays hors Union européenne, lorsqu'on est dans l'Union européenne, les documents, il ne peut pas y avoir de formalités supplémentaires en dehors de la traduction du document français qui peut se faire via une traduction, un document multilingue. Lorsque ce document doit être présenté à une autorité étrangère hors Union européenne, les formalités vont dépendre d'un pays à l'autre. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui sera fait au cas par cas. Ce que va permettre la réforme, c'est une simplification de la procédure, puisque les usagers ou les entreprises pourront s'adresser à une seule autorité
pour demander la délivrance des formalités. Elle pourra être effectuée en ligne pour les actes publics électroniques et il devrait y avoir la mise en place, la réforme prévoit la mise en place d'une base de données nationale dématérialisée qui comporterait l'ensemble des spécimens, des signatures des autorités publiques qui seraient donc interrogées préalablement à la délivrance de la formalité. Donc un sujet intéressant et qui peut impacter notamment les entreprises qui veulent évoluer à l'étranger et qui ont besoin très souvent de présenter des extraits KBIS. Donc ça peut être un point intéressant à suivre. Autre actualité en matière d'état civil qui parleront beaucoup, je pense, aux officiers d'état civil si on a la chance, si certains d'entre vous exercent cette fonction. Donc c'est la proposition de loi pour que la déclaration de naissance soit faite auprès de l'officier de l'état civil du lieu de résidence des parents et non pas au lieu de naissance de l'enfant. C'est donc l'article 1er de cette proposition de loi qui prévoit cette disposition. L'objectif principal de cette proposition de loi, c'est bien sûr de revitaliser les territoires ruraux. Il faut savoir aujourd'hui, et aussi pour mémoire, que 99,6% des naissances sont enregistrées aujourd'hui dans moins de 500 communes sur le territoire national. Quand on sait qu'en France, nous avons plus de 35 500 communes réparties sur l'ensemble du territoire, voilà, on peut avoir une idée très certaine de ce point. Autre article de cette proposition de loi qui concerne donc l'introduction éventuelle de certains signes diacritiques régionaux dans l'état civil. Je parle principalement du tilde. Donc le tilde, c'est un accent qui prend la forme d'une vague, qui est très utilisé en breton, donc en France, et également en catalan. Donc on le retrouve notamment dans le prénom Fanch, et je le cite, ce prénom breton. Alors je dois très mal prononcer, les personnes bretonnes m'excuseront pour ma prononciation sans doute défaillante de ce prénom. Pourquoi je cite ce prénom? C'est qu'en 2018, c'est un débat qui dure depuis de nombreuses années, mais en 2018, la Cour d'appel de Rennes a autorisé un officier de l'état civil à apposer le tilde, donc ce fameux accent en forme de vague, sur le N du prénom Fanch. Et pour montrer qu'on est toujours dans un sujet d'actualité, une question parlementaire a été posée très récemment, donc mi-octobre, fin octobre, sur ce sujet. Donc il y a le tilde et il y a également la possibilité d'avoir un accent aigu sur certaines consonnes ou voyelles. Donc ce sont des sujets en discussion au travers cette proposition de loi. Et pour terminer sur le chapitre, la thématique état civil, je voulais aussi revenir sur l'avis du Haut Conseil de la laïcité de février 2020, qui préconise que des cérémonies de remise du livret de famille soient organisées par les communes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le livret de famille est remis aux époux au moment du mariage, lorsqu'il n'y a pas d'enfant né avant le mariage, et au moment de la naissance. Lorsque la délivrance du livret de famille est effectuée au moment de la naissance du premier enfant des parents, il n'y a pas de formalité particulière. Le livret de famille est remis par le service état civil d'une façon très, on va dire, administrative, sans qu'il y ait une cérémonie autour de cette remise. Deuxième point qui fait partie de l'avis du Haut Conseil de la laïcité, ce serait de pouvoir rendre obligatoire les cérémonies de parrainage civil. Aujourd'hui, seules les communes qui le souhaitent
organise des cérémonies de parrainage civil. Donc, ce serait dans l'idée d'étendre cette possibilité à l'ensemble des communes. Donc, à suivre dans les mois qui viennent sur ces deux questions, et également sur les autres thématiques qu'on a vues juste avant, notamment le projet de loi bioéthique qui devrait être examiné au Sénat en janvier 2021. Donc, à voir comment les débats vont évoluer autour de ces thématiques. Également, la proposition de loi pour la déclaration de naissance sur le lieu de résidence des parents. Alors, en corrélation avec ces évolutions réglementaires, Berger-le-Vros diffuse auprès des collectivités, des communes, de nombreux documents liés à l'état civil et en particulier, donc je vais faire un petit focus sur les livrets de famille qui sont un produit phare, enfin un vecteur phare de la communication des communes puisque remis directement aux usagers lors du mariage ou au moment de la naissance et qui va suivre l'usager tout au long de sa vie et tout au long des actes, des faits d'état civil qui vont venir au fur et à mesure des années qui vont passer. Donc, il est présenté, pour mémoire, le livret de famille est présenté par les parents en remplacement d'une copie de l'acte d'état civil dans bien des circonstances. Juste un petit rappel statistique, nous avons entre 750 et 800 000 naissances chaque année qui sont enregistrées en France et nous avons également 235 000 mariages qui sont célébrés dans les communes en 2018. Alors, il faut savoir que ce chiffre est en baisse constante, hein, il n'y a pas d'évolution à la hausse du nombre de mariages. Pour Berger-le-Vros, le livret de famille, c'est entre 300 et 350 000 exemplaires diffusés chaque année avec environ 100 000 étuis de protection. Et la moitié des livrets de famille diffusés par Berger-le-Vros et 80% des études de protection sont personnalisés aux armoiries de la commune. Et c'est pour ça que je disais en introduction de ce petit paragraphe que le livret de famille était vraiment un facteur phare de la communication des communes. Autre document diffusé par Berger-le-Vros, nous avons bien sûr par rapport au mariage les guides des formalités préalables qui permettent aux futurs époux de retrouver toutes les informations qui leur sont nécessaires pour bien accomplir les formalités dans les délais impartis par la réglementation en vigueur. On diffuse environ entre 15 000 et 20 000 guides de formalités préalables au mariage chez Berger-le-Vros. Les documents liés à la conclusion d'un PACS. Donc, si j'évoque ce sujet, c'est parce que le PACS a été récemment, la compétence autour du PACS a été récemment transférée aux communes. Et du coup, nous avons préparé des documents liés au PACS, donc en particulier le registre d'enregistrement, de modification ou de dissolution d'un PACS, très utile pour les petites collectivités qui sont parfois moins familiarisés avec les logiciels d'état civil et qui apprécient effectivement d'avoir un registre papier contrôlé, validé et édité en lien avec le ministère de la Justice pour enregistrer, modifier, dissoudre le PACS de façon tout à fait correcte. Et je rappelle également que 209 000 PACS ont été prononcés l'année dernière. Ce chiffre est assez stable chaque année, mais il est quand même très important si on le rapproche du chiffre des mariages, où on était, souvenez-vous, à 235 000 mariages en 2018. Alors, autre type de documents, puisqu'on a une offre assez riche en matière d'état civil chez Berger-le-Vros, on pense également aux usagers, bien sûr, dans leurs différentes formalités. Donc, nous éditons le guide du mariage, le guide du PACS, de l'autorité parentale, de la filiation.
Également le guide du décès qui est très demandé puisque au moment du décès, les personnes et les usagers sont parfois très en désarroi par rapport à la multitude de formalités à accomplir, donc appréciez particulièrement ce guide. Et ce sont des supports d'information donc destinés aux usagers que les collectivités vont mettre à leur disposition à titre gratuit en libre service et ils existent sous un format très simple qui permet d'avoir des coûts relativement faibles puisque c'est la collectivité qui va les acheter pour les mettre à disposition des usagers. Autre point intéressant, les extraits d'actes plurilingues. De quoi s'agit-il? Il s'agit là des extraits d'actes de naissance, de mariage, de décès, traduits dans l'ensemble des langues parlées dans l'Union européenne et qui permettent effectivement, lorsqu'on doit présenter un document à l'étranger, d'avoir son extrait d'acte plurilingue à disposition dans l'ensemble des communes du territoire. Autre sujet sur lequel nous intervenons depuis de longues années, c'est la sécurisation des documents d'état civil. Pourquoi cette sécurisation? C'est que la fraude à l'état civil représente plusieurs millions d'euros chaque année, c'est-à-dire des usagers qui souhaitent frauder en inventant des enfants ou en falsifiant leur identité, qui sont peu détectables par les services, notamment par la caisse d'allocation familiale. Donc on a fait un travail très important il y a plusieurs années pour proposer aux communes des livrets de famille sécurisés, des extraits d'actes ou extraits d'actes plurilingues sécurisés, ainsi que des fonds de page sécurisés qui vous permettent l'édition des copies d'actes de l'état civil ou des extraits d'actes dans de bonnes conditions de sécurité. Et donc quelque chose aussi d'intéressant et de marquant à noter, puisque les données d'état civil sont des données sensibles et tout à fait à protéger pour limiter au maximum la fraude. Merci Armelle pour ces informations concernant l'état civil. Je vous propose donc d'enchaîner avec les évolutions attendues dans le domaine des élections. Et donc je vous cède à nouveau la parole pour la suite de cet atelier, après cette courte respiration. Très bien, merci beaucoup Virginie. Effectivement, les élections où on a quelques actualités effectivement intéressantes, mais je souhaitais commencer par un petit peu d'histoire autour du droit de vote. Effectivement, au moment de différents scrutins qui peuvent se passer dans le monde autour de nous aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, la première fois que le droit de vote a été mentionné, c'était en 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, une histoire très, très ancienne, avec en 1848 le suffrage universel masculin. Donc, on n'est toujours pas au suffrage universel pour tous. Les femmes se sont vues accorder le droit de vote en 1944, un peu plus tard que dans d'autres pays, notamment européens. En 1945, c'est au tour des militaires de se voir reconnaître le droit de vote. Et pour les citoyens ultramarins, le droit de vote a été étendu pour eux en 1956. 1965, autre étape très importante dans l'histoire du droit de vote français, c'est la première élection d'un président au suffrage universel direct, hommes, femmes, militaires, citoyens ultramarins. L'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales ont pu voter directement pour le président de la République avec le principe de un homme, une voix, très intéressant et très symptomatique du droit de vote français. Donc 1965, c'est bien sûr l'aboutissement du référendum de 1962 qui a introduit donc la possibilité de l'élection du président de la République au suffrage universel direct.
Autre évolution, peut-être un peu moins majeure que celle que je viens de citer, 1974, le droit de vote à 18 ans. Pourquoi? Parce que la majorité qui était jusque-là à 21 ans a été abaissée à 18 ans. Donc, pour voter, il fallait avoir 18 ans à partir de 1974. 1992, autre date intéressante, puisque c'est la naissance réellement de la citoyenneté européenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un citoyen européen en France, de l'espace de l'Union européenne, peut prendre part aux élections européennes, bien sûr, et également aux élections municipales. Quelques chiffres pour terminer sur cette page qui mêle l'histoire et la statistique. Il faut savoir qu'en France, en mars 2018, 45,5 millions d'électeurs étaient inscrits au répertoire électoral unique, qui est maintenant rentré dans une phase de croisière après des démarrages compliqués sur le répertoire électoral unique. Et la France, pour terminer sur cette partie chiffres, la France comporte 60 000 bureaux de vote répartis dans nos 35, un peu plus de 35 500 communes de métropole et d'outre-mer. Alors, on va rentrer là pour le coup dans le vif du sujet de l'actualité des élections pour 2021 et 2022. Donc, je voulais évoquer avec vous, bien entendu, les élections départementales et régionales qui devaient avoir lieu en mars 2021. Aujourd'hui, compte tenu du contexte sanitaire, il y a un groupe de travail qui a été constitué sous la houlette du Premier ministre Jean Castex pour examiner les conditions d'un éventuel report de ces élections départementales et régionales, à savoir qu'elles ont une particularité, ces élections, c'est qu'elles doivent, aujourd'hui on peut dire encore elles doivent, se tenir le même jour de scrutin, donc avec des organisations de bureaux de vote particulières à prévoir, avec un dédoublement des bureaux, des urnes, ou simplement voilà, un aménagement des bureaux existants. Donc des choses assez compliquées à mettre en œuvre de votre côté. Et donc, nous attendons a priori d'ici la fin de l'année 2020 les réponses qui seront issues du groupe de travail formé par Jean Castex. Pardon. Effectivement également, bien, nous avons notre autre grande échéance de 2022 avec les élections présidentielles et législatives, en espérant très fortement et très sincèrement pour tous et pour le monde que la Covid-19 ne sera plus qu'un mauvais souvenir à ce moment-là, en mai-juin 2022. Donc des choses intéressantes sur ces deux types de scrutins. Alors, comment se passe l'organisation matérielle des scrutins? Donc, on a évoqué le nombre de bureaux de vote, donc 60 000 bureaux de vote. On a évoqué également 45,5 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale. Donc, il faut savoir que pour les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, ou les personnes qui déménagent, elles vont recevoir une nouvelle carte d'électeur. Donc, Berger-Levrault intervient à ce niveau, puisque nous diffusons des enveloppes qui permettent aux collectivités d'envoyer la carte d'électeur à ces nouveaux inscrits. Donc, comme en forme d'information, donc une année en dehors des années post-présidentielles, je vais dire ça de façon un peu raccourcie, nous diffusons à peu près 2 millions d'enveloppes auprès des communes sur le territoire. Lorsqu'on nous sommes dans une phase post-présidentielle, la carte d'électeur est renouvelée pour l'ensemble des électeurs inscrits sur la liste électorale. Et là, on peut atteindre environ entre 10 et 12 millions d'enveloppes
distribués grâce au savoir-faire de nos équipes techniques, également nos équipes logistiques qui expédient toutes ces enveloppes dans de bonnes conditions pour la bonne réception des colis dans les communes. Je parlais des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans ou des personnes qui sont entrées dans la nationalité française récemment. Donc, il est possible que les collectivités organisent une cérémonie de citoyenneté à cette occasion pour leur présenter voilà, les grandes valeurs de la République, les droits et les devoirs du citoyen. Donc, Berger-Levrault contribue également sur cette organisation et cette information auprès des nouveaux électeurs, nouveaux citoyens, puisque nous diffusons entre 10 et 15 000 livrets du citoyen chaque année sur l'ensemble du territoire. Alors, en fonction des dates de scrutin, on peut en diffuser plus ou moins, puisque les cérémonies de citoyenneté ne peuvent pas avoir lieu pendant la campagne électorale. Alors, bien sûr, dans nos 60 000 bureaux de vote, il nous faut des équipements. Il nous faut notamment des urnes et des isoloirs qui sont mis à disposition des électeurs pour qu'ils puissent exercer leur précieux droit de vote. Donc là, il faut savoir que Berger-Levrault fournit environ, pour le besoin du renouvellement des matériels en France et en Outre-mer, entre 380 et 500 urnes et entre 150 et 200 isoloirs, également des réglettes d'émargement pour permettre à l'électeur de signer de façon confortable sur la liste d'hébergement. Autre domaine d'intervention de Berger-Levrault, là c'est vraiment un travail très spécifique en direction donc, des préfectures, c'est l'édition des affiches, des circulaires, des procès-verbaux qui sont nécessaires pour la bonne marche du scrutin, notamment les procès-verbaux qui permettent d'enregistrer les résultats pour chaque bureau de vote. Ensuite, pour le bureau centralisateur lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote. Et ensuite, on remonte les échelons jusqu'à pouvoir transmettre ces résultats au ministère de l'Intérieur. Donc, on participe avant chaque scrutin à l'édition de ces différents documents. Donc, c'est à la charge des préfectures qui vont ensuite mettre à disposition de ces documents auprès des communes. Donc, en général, la préfecture organise une journée pendant laquelle les représentants des communes peuvent venir chercher leur matériel, donc les circulaires, les affiches, les procès-verbaux pour tous leurs bureaux de vote. Merci à nouveau Armelle pour tous ces éléments concernant les élections. Je me tourne maintenant vers Amandine qui a répondu pendant cet atelier aux questions que vous avez posées par écrit. Alors Amandine, avons-nous eu des questions, des thématiques sur lesquelles il serait intéressant de revenir afin que cela profite à tous ? Oui. Alors tout d'abord, donc merci Armelle pour toutes ces informations. Alors donc pendant la présentation, nous avons eu quelques questions sur donc nos deux thématiques. Alors j'ai pu répondre à quelques-unes d'entre elles en privé, mais je vous propose de vous en faire partager quelques-unes. Alors la première, elle est liée à la situation de crise sanitaire que nous connaissons actuellement et au report des mariages qui étaient prévus donc sur cette année 2020. Avons-nous une idée du nombre de mariages prévus cette année qui seraient décalés donc sur 2021 ? Alors, c'est une question délicate, Amandine, et pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est une question délicate parce qu'il n'existe pas de statistiques officielles aujourd'hui indiquant clairement le nombre de mariages annulés ou simplement reportés. Je dirais quand même qu'en moyenne, on pourrait arriver à 50% des mariages reportés. Alors,
un point positif tout de même pour ce deuxième confinement, les communes, les services publics étant ouverts, et notamment ceux des communes, les mariages peuvent continuer à être prononcés. Maintenant, ça ne signifie pas que les futurs époux vont maintenir tout de même leur mariage s'ils ne peuvent pas avoir la fête de mariage avec leur famille, leurs amis derrière. Donc, on n'a pas de statistiques officielles aujourd'hui. On en saura sans doute plus en 2021 grâce à l'INSEE qui sans doute nous donnera des informations et des indications statistiques plus fiables que ce que je peux vous annoncer aujourd'hui. Ok, merci Armelle. Alors la deuxième question porte sur le projet de loi bioéthique et sur l'impact de cette loi sur les livrets de famille. Alors savons-nous à partir de quand les livrets de famille pourraient être modifiés? Alors là, c'est pas du tout le même type de réponse que celle que je viens de formuler au sujet des mariages. En fait, tout va dépendre, alors le projet de loi déjà est examiné au Sénat à partir de janvier 2021. Donc la navette parlementaire va reprendre après l'examen du texte par le Sénat, donc ça peut prendre plusieurs semaines. Moi, je dirais là, pour donner quand même un indicateur, qu'il est probable qu'on ait des évolutions des livrets de famille à partir de septembre 2021. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que la loi est adoptée, il y a un processus réglementaire qui doit se mettre en place, éventuellement des décrets, éventuellement, et notamment pour les livrets de famille, il faut un arrêté pour pouvoir le modifier. Donc je dirais pas avant septembre 2021, mais on pourra revenir vers vous, bien sûr, dès que nous aurons des informations, je dirais à partir de février-mars 2021, en fonction des retours du ministère de la Justice, avec lequel nous sommes très, très régulièrement en contact sur ces sujets. Ok, merci Armelle. Alors, et là, donc, nous avons une dernière question qui porte sur le matériel de vote et plus précisément sur les urnes que Berger-Levrault propose à ses clients. Proposez-vous les urnes donc à vos clients en dehors de la métropole? Alors oui, tout à fait. Berger-Levrault n'oublie pas du tout les territoires ultramarins. Donc, on a une offre spécifique pour l'outre-mer, effectivement, avec tout un service, notamment un soin tout particulier est apporté au conditionnement des urnes quand elles doivent partir en direction des territoires ultramarins pour bien garantir bien garantir l'intégrité des matériels. Et puis, donc, c'est des expéditions par bateau de façon courante et plus exceptionnellement, pardon, on peut avoir recours à un transport par avion, mais ça reste quand même très, très limité. Donc nous préconisons aux territoires ultramarins de vraiment bien anticiper sur leurs besoins d'urnes, notamment en vue des prochaines élections, pour qu'on puisse avoir le temps d'organiser le transport par bateau pour qu'elles arrivent, ces urnes, dans les meilleures conditions dans vos territoires. Mais nous ne vous oublions pas. Merci Armelle pour tous ces éclaircissements. Alors nous en terminons donc avec les questions qui ont été posées lors de cet atelier. Alors nous avons choisi de partager avec vous aujourd'hui les informations dont nous disposions à date sur les actualités réglementaires concernant l'état civil et les élections. Mais d'autres actualités se préparent pour 2021, mais sur d'autres secteurs. Alors rapidement, donc à savoir donc sur une réforme prévue sur les formations de santé pour les assistants et assistantes sociales et assistants et assistantes puériculture, et des textes réglementaires découlant de la loi sur la transformation de la fonction publique qui vont modifier le dossier du personnel
par la suppression de la notation et la généralisation de l'entretien professionnel. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je laisse à présent Virginie clôturer cet atelier. Merci à toutes les deux. Effectivement, nous arrivons maintenant au terme de cet atelier. Nous avons essayé de répondre à la majorité des questions qui nous ont été posées. Si toutefois vous aviez évidemment des besoins d'éléments complémentaires, nous vous invitons à prendre contact avec nos services afin que nous puissions vous accompagner au mieux dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Enfin, pour conclure, Amandine, Armelle et moi, nous vous remercions pour votre présence et votre participation active à cet événement et nous vous disons à bientôt.